Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, nous accueillons le président de l'association l'acronyme c'est LMVIF, mais ça veut dire de l'association pour les mutilés de la voix Île-de-France, Philippe Rabeux, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie pour votre invitation. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, puisque vous êtes le président de l'association de Île-de-France, mais aussi de l'association nationale, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, on a des... Donc moi, je suis président de l'association des laryngectomisés et mutilés de la voix d'Île-de-France. Et on est l'association régionale d'Île-de-France. Et on a des associations dans toutes les régions de France. En Bretagne, en Alsace, en Occitanie. Et toutes ces associations régionales sont rattachées à une autre association nationale qui s'appelle l'UAFLMV, Union des associations nationales des laryngectomisés et mutilés de la voix. Et donc j'en ai pris la présidence l'année dernière, oui aussi. D'accord. Alors, parlons, je pense qu'on va un petit peu parler tout d'abord de l'histoire de cette association. Comment est-ce que ça a commencé ? Parce que c'est un petit peu particulier, mais est-ce que quand à peu près cette association a été créée ? Alors là, je vais parler plutôt de l'association nationale, je dirais. D'accord. L'association nationale, elle a été créée, et c'est une vieille association, qui a été créée officiellement en 1960. À la base, c'est deux personnes de l'Est de la France qui étaient laryngectomisées et qui se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Et il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'association à l'époque. Donc elles ont décidé elles ont eu cette idée de créer une association pour faire partager leur expérience de laryngectomisée. Et donc ça a pris plusieurs années, parce que ça a démarré dans les années 50, et officiellement, l'association nationale a été créée en 1960, à partir de ces deux associations régionales de l'Est de la France. Et ensuite, donc, il y a des associations régionales qui sont créées dans toute la France. Et la nôtre, l'association d'Île-de-France, alors je ne sais plus quand elle avait été créée la première fois, mais elle a été mise en sommeil pendant très longtemps. Et elle a été réactivée en 2016. Voilà, donc nous, en Île-de-France, voilà, on est redevenu actif depuis 2016. D'accord. Alors, avant de parler des activités de l'association, je pense qu'il serait bien de parler de ce qui est laryngectomie, parce que je pense que c'est un terme un peu inconnu. De ce que je sais, c'est une opération chirurgicale concernant le larynx, plus souvent quand cet organe quand il y a un cancer du larynx, c'est ça. Exactement. Il y a d'autres causes aussi. Non, c'est principalement, on effectue une laryngectomie totale quand on a un cancer du larynx. Ah oui. Alors avant d'en arriver à cette extrémité, il y a différents traitements. On peut faire une laryngectomie partielle, on peut faire de la chimio, de la radiothérapie. C'est aussi des traitements qu'on peut faire après la laryngectomie totale. Mais je dirais qu'en dernière extrémité, la dernière solution pour se débarrasser du cancer, c'est donc l'ablation du larynx. Et donc ça correspond à la laryngectomie totale. Mais alors, ce cancer du larynx, c'est quelle année la cause principale ? C'est une très bonne question. La cause principale, c'est le tabac. Le tabac, principalement, il y a aussi l'alcool, souvent combiné au tabac. Et il y a une dernière cause, plus récente, je dirais, et qui touche là en particulier, et qui peut toucher les jeunes. Le tabac concerne aussi les jeunes, mais c'est l'infection par le papillomavirus. Donc là, ça peut entraîner un cancer du larynx et voilà, qui pouvant amener à une laryngectomie totale. Votre association, son activité, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ses activités ? Oui, alors notre association, que ce soit la nationale ou celle d'Île-de-France, ou toutes les associations régionales, le but c'est de montrer
aux patients laryngectomisés, alors soit avant l'opération, soit après l'opération. En fait, ça revient à l'origine de ce qu'ont souhaité les fondateurs, c'est-à-dire montrer à travers notre exemple qu'on peut vivre après une laryngectomie totale, qu'on peut vivre quasi normalement, reprendre ses activités et entre autres retrouver une voix. Parce que dans le larynx, il y a les cordes vocales. Oui. Donc quand on nous retire le larynx, on n'a plus de cordes vocales pour parler. Donc il y a différentes techniques pour réapprendre à parler. Et ça, voilà, on est là pour montrer ça aux personnes et leur montrer, oui, qu'on peut reprendre toutes ces activités comme avant, sauf une, malheureusement, qu'on peut plus pratiquer, c'est tout ce qui concerne la natation, tout ce qui a un rapport avec l'eau. Puisqu'en fait, suite à la laryngectomie, la trachée a été déviée et sort à la base du cou, et c'est par là qu'on respire. Ah, d'accord. Donc si on va dans l'eau, si on se baigne, l'eau elle rentre par la trachée, et là on se noie tout de suite, quoi. Alors, si on peut parler, est-ce qu'il y a des activités particulières pour soutenir ceux qui sont atteints par ce problème et ensuite l'opération moralement pour les soutenir? Oui, alors parce que c'est une opération qui est mutilante quand même. Elle laisse des traces physiquement, ça se voit. Voilà, moi je dois parler pour appuyer. Bon, il y a différentes techniques. On n'est pas à chaque fois obligé d'appuyer, mais moi dans mon cas, si. Donc effectivement, c'est une opération qui n'est pas toujours facile à accepter. Donc après, nous, c'est pour ça qu'on est là, pour montrer qu'on est passé par cette phase d'acceptation de cette mutilation, de ce changement, mais voilà, qu'on a la chance de pouvoir continuer à vivre, puisqu'on sait que malheureusement, quand on a un cancer, il y a un risque vital qui est là. Voilà, donc il y a entre autres les associations, nos associations, qui sont là pour montrer, voilà, qu'on peut reprendre toutes les activités comme avant. Après, il y a d'autres associations plus générales sur le cancer, où on peut, comme la Ligue contre le cancer, tout ça, qui propose des activités, que ce soit la gymnastique, des sorties, tout ça, enfin. De toute façon, on peut reprendre ces activités, alors après un certain temps, bien sûr. L'opération est lourde, il faut récupérer. Mais après un certain temps, une fois qu'on a repris des forces, on peut recommencer à vivre normalement. C'est le message qu'on souhaite faire passer. Et comment est-ce que ça se fait? Disons qu'il y a un patient qui a subi cette opération, comment est-ce qu'il vous contacte? Alors normalement, et c'est là, normalement c'est l'hôpital. Alors soit le patient avant l'opération, en faisant des recherches sur internet, a trouvé notre association et peut nous contacter, soit souvent c'est l'hôpital ou les médecins, les chirurgiens qui connaissent nos associations et qui les envoient vers nous. D'accord, donc c'est les hôpitaux qui disent qu'il y a une telle association et vous pouvez y aller pour... Voilà, alors soit on propose aux patients de passer à nos permanences avant l'opération, soit, et c'est l'activité principale de l'association, c'est de leur rendre visite après l'opération dans les hôpitaux. Et est-ce que vous observez qu'il y a vraiment un effet positif sur ceux qui viennent? Peut-être qu'il y a... Est-ce que vous avez eu des parrainages? Il peut y avoir des patients qui ensuite vont dire à ses proches, etc., qui ont subi la même opération, tiens, il y a une telle association, tu peux venir pour qu'on te soutienne, etc. Parce que c'est une... je ne vais pas dire maladie, parce que c'est une opération assez particulière. Oui. Et on peut se retrouver seul, moralement et sur le plan, et c'est vraiment très bien qu'il y ait une telle association. Bien sûr, non mais complètement. Les gens tout seuls, comme pour toutes les maladies, quand on a une famille, des amis, tout ça, c'est plus facile à surmonter. Mais on retrouve des gens seuls, des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas forcément d'abri, de logement, qui sont à la rue. Donc le fait de venir vous voir, qu'on soit là, effectivement, on leur apporte notre présence, notre chaleur, et on peut répondre à des questions, voilà, puisque c'est des choses qu'on a vécues. Et si on parlait un petit peu de vous, en particulier de votre parcours, parce que vous avez aussi subi cette opération, c'était partielle ou complète? Non, c'était une totale tout de suite. J'ai été pris en urgence parce que le cancer était très très avancé.
Donc il n'y a pas eu le choix, et donc j'ai été opéré en juillet 2014. D'accord. Et après, derrière, j'ai fait de la chimio, de la radiothérapie. Et voilà, j'ai été opéré en urgence en 2014, et c'est à cette occasion à l'hôpital que j'ai vu quelqu'un de l'association, Jean-François, qui m'a rendu visite, et c'est vrai, j'oublierai jamais sa visite. Quand il est arrivé avec son casque de moto, son blouson de motard et tout ça, et qu'il s'est mis à me parler, je m'attendais pas à cette visite, on m'avait pas prévenu, et moi ça m'a fait un bien fou de le voir comme ça, et lui-même l'a rajectomisé, donc, et je me suis dit, ouais, la vie continue, quoi. Et je suppose que c'est aussi votre expérience personnelle qui vous a motivé, disons, de continuer votre activité dans l'association, d'en prendre la présidence, parce que... Bien sûr, en fait, Jean-François, il est parti ensuite en province, donc il m'a demandé si je voulais prendre la suite dans les hôpitaux qui visitaient, donc bien sûr, j'ai accepté. Et puis voilà, avec notre ancien président d'Île-de-France, Rémi, il a relancé l'association en 2016, moi j'en étais le secrétaire. Après, il a voulu passer la main l'année dernière, bon, il est malheureusement décédé depuis, mais voilà, moi ça me tenait à cœur que l'association perdure. Et alors il n'y avait pas énormément de candidats, hein. Comme pour toutes les associations, le bénévolat, c'est... Mais voilà, ça me tenait à cœur, effectivement, par rapport à ce que l'association m'avait apporté, que l'association continue et qu'on puisse rendre l'appareil au prochain laryngectomisé. Alors, quelle technique y a-t-il pour disons, réintégrer, même, je ne veux pas utiliser le mot réintégrer, parce que c'est pas comme si on était coupé de la société, mais on peut se trouver seul quand même, mais quelles sont les techniques de réhabilitation après cette opération? Oui, alors on parle de la réhabilitation vocale, parce que c'est la base, hein, d'essayer de réapprendre à parler. Alors il y a plusieurs techniques. La technique principale, c'est pas celle que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la voix oro-œsophagienne. Le principe, c'est quoi? C'est de prendre de l'air. Enfin, parce qu'en fait, ce qui vous fait parler, oui. Ce qui fait parler, c'est l'air. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe dans les cordes vocales. Les gens normaux, je dirais, c'est l'air qui vient des poumons. Nous, malheureusement, comme la trachée elle a été déviée, on ne peut plus utiliser cet air des poumons. Donc, il faut prendre de l'air par la bouche, l'avaler, le faire descendre dans l'œsophage. Ensuite, essayer de faire ressortir cet air plus ou moins en rotant, en éructant. Et c'est ce petit filet d'air qui remonte dans l'œsophage. Là, c'est un peu la magie de la nature. Ça fait vibrer le haut de l'œsophage. Et ces vibrations remplacent les vibrations des cordes vocales. Donc ça, c'est la technique de base, mais alors elle est assez compliquée. Enfin, ça s'apprend, il faut aller prendre des cours d'orthophonie. On dit que la moyenne d'apprentissage de cette voix, c'est d'environ 6 mois. Tout le monde ne réussit pas quand même. Il y en a qui chopent le déclic très rapidement. Enfin, rapidement. Il y a un déclic qui se fait, ils arrivent à parler très bien. On voit oro-œsophagienne. En raccourci, on dit voix œsophagienne. Et puis il y en a pour qui c'est beaucoup plus long. Et il y en a malheureusement, même comme c'était mon cas, après 6 mois d'apprentissage, j'ai pas réussi, je sortais pas le moindre son. Et donc là, on m'a posé un implant phonatoire. Donc c'est la deuxième technique. Donc c'est une opération chirurgicale, une petite opération. Et il y a certains hôpitaux qui posent cet implant en même temps que la laryngectomie totale. Il y en a d'autres qui le posent dans un second temps. Ça a été mon cas, donc à peu près 6 mois après. Donc là, c'est un petit cylindre qu'on met entre l'œsophage et la trachée. Ce qui fait que quand j'appuie comme ça, j'empêche l'air de la trachée de sortir. Par le petit cylindre, il remonte dans l'œsophage. Et là, ça rejoint la voie œsophagienne en remontant dans l'œsophage. Il fait vibrer l'œsophage et ça me permet de parler. Mais la contrainte, c'est que je dois appuyer. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une deuxième technique pour ceux qui ne réussissent pas bien sûr. à apprendre. Alors tout le monde ne peut pas bénéficier d'un implant parce qu'on peut avoir des problèmes de cicatrisation, tout ça. Ou alors, voilà, tout le monde ne peut pas bénéficier d'un implant. Donc, oui, mais il y a un deuxième moyen pour ceux qui ne Et puis ensuite, pas à apprendre. il y a d'autres moyens, des laryngophones, des appareils qu'on se met, qu'on plaque un petit peu, qui font un petit peu de bruit, qu'on plaque contre le cou, il faut trouver le bon endroit. Et c'est des amplificateurs de voix. Et voilà, ça marche aussi.
Donc en fait, c'est possible de très bien de apprendre ou à bien d'utiliser les moyens médicaux pour parler normalement après l'opération. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une différence après cette opération. Et c'est bien ce que votre association essaie de montrer. Concernant le tabac et l'alcool, est-ce que vous pensez, récemment le tabac a été interdit, de ce que je sais, dans les lieux publics, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'éducation, des campagnes contre l'utilisation de ces poisons, disons, parce que c'est vraiment un des fléaux de notre siècle? Bien sûr, oui, clairement, en plus, il y a déjà beaucoup de choses qui sont tout faites, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à certaines époques. Maintenant, sur les paquets de tabac, c'est marqué clairement que le tabac tue, je crois. D'ailleurs, il y a différentes photos, et il y en a une, ça m'a fait plaisir de voir ça. Le trou qu'on a là, ça s'appelle le trachéostome. C'était ce trou qui était dessiné sur le paquet de tabac. Donc, toutes les campagnes qui sont faites, c'est très bien. On peut toujours faire mieux, bien sûr. C'est pour ça que nous, on a aussi des actions de témoignage au sein des lycées, des écoles, pour montrer l'un des méfaits du tabac. Merci beaucoup, Philippe Rameul, président de l'association des laryngectomisés et des mutilés de la voix de France et aussi de l'Union nationale de cette association. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu aujourd'hui dans notre studio. Alors, nos éditeurs, comment est-ce qu'ils peuvent trouver l'association alors, s'il y a des patients qui vont subir ou qui ont subi cette opération, bien sûr, il y a des hôpitaux qui conseillent. Et vous avez aussi un site internet, c'est ça? On a un site internet, oui, il faut taper. Alors, on n'est pas au top, le site est un petit peu vieillot, mais on le trouve en tapant dans les moteurs de recherche laryngectomisé et mutilé de la voix. D'accord. Vous allez arriver sur ce site et vous aurez nos coordonnées. D'accord. Je vous remercie pour être venu aujourd'hui, pour avoir répondu à nos questions. Je remercie la régie pour le son et l'image. Merci beaucoup nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. N'hésitez pas, ceux qui sont concernés, de vous rendre sur le site de l'association pour ensuite les contacter. Et merci beaucoup encore. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.